Installez-vous, je vous en prie, Brice Hortefeux. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin, d'être notre invité politique. Vous êtes député européen, membre des Républicains, conseiller spécial de Valérie Pécresse. On est ensemble pendant un petit peu plus de 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale. Bonjour Julien Lécuyer. Bonjour Yann. Julien de la Voix du Nord, Bonjour. Évidemment. On va parler de l'Ukraine pour commencer. Brice Hortefeux et le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est donc adressé hier aux députés et aux sénateurs français. Dans ce discours, il a notamment exhorté les entreprises françaises à quitter le marché russe et à cesser, je le cite, d'être les sponsors de guerre de la Russie. Est-ce qu'il a raison ? D'abord, il a raison de s'exprimer. Et il s'est exprimé hier devant le Parlement national. Et il avait commencé d'ailleurs en s'exprimant devant le Parlement européen. C'était il les a tous fait, le Bundestag, la Knesset, il les a tous fait. Mais il avait commencé d'ailleurs par le Parlement européen, de manière à ce qu'il y ait une résonance dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il a raison de le faire. D'ailleurs, ce qui me frappe, c'est que dans cette guerre qui a commencé il y a tout juste un mois, et il y a des signaux, des marqueurs qui apparaissent. Et parmi ces marqueurs, je pense qu'il y a la défaite morale de la Russie. Vous allez me dire sans doute Vladimir Poutine et la morale, c'est pas exactement des thèmes qui se rapprochent. Ouais. Mais il n'en reste pas moins que le monde entier a constaté qu'il y avait une violation de la Charte des Nations Unies et que, comme vous le savez, il n'y a que 5 pays qui ont soutenu la Russie. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense qu'il y a une deuxième défaite, c'est une défaite médiatique. Incontestablement, le président ukrainien est devenu à la fois héros et martyr, le symbole d'une résistance, le symbole d'un combat, le symbole d'un refus de baisser la tête, d'accepter ce qui paraissait inéluctable. Pour la défense de la démocratie, de nos valeurs, de la liberté, au-delà de l'Ukraine. Bien au-delà de l'Ukraine, pour la défense, vous avez raison d'évoquer cela, la démocratie et la liberté. Et d'ailleurs, ça nous rappelle, et ça rappelle notamment aux plus jeunes de nos compatriotes, et c'est valable pour le continent européen, ça rappelle une réalité qui est extrêmement douloureuse. C'est que dans le monde, aujourd'hui, il n'y a à peu près que 20% de la population mondiale qui vit dans des régimes qui sont démocratiques, dans lesquels les libertés sont à peu près préservées. Et donc, je pense que c'est donc une défaite médiatique avec une très grosse portée. Et puis, je pense qu'il y a d'ores et déjà une troisième défaite, c'est la défaite économique, parce que les sanctions qui sont prises, peut-être qu'on en reparlera, il y a eu 5 vagues de sanctions à l'heure actuelle qui n'ont pas encore fait bouger Vladimir Poutine, et on se demande véritablement si, de toute façon, une personne qui, comme pour vous, sur laquelle la morale n'a pas forcément une grande prise. Est-ce que vous pensez qu'en rapatriant les entreprises françaises type Auchan ou Leroy Merlin, on pourrait faire basculer l'opinion publique russe ? Il n'y a pas, bien sûr, une solution unique, j'allais dire une solution miracle. Et d'ailleurs, je ne suis pas le mieux placé pour le juger. Simplement, ce que, comme tout citoyen, j'observe, c'est qu'il y a je pense aussi une surprise chez le président russe, c'est qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle unité, alors que les situations sont très différentes. Unité des pays européens, unité avec les États-Unis. Les situations, comme vous le savez, sont extraordinairement différentes. C'est l'image qui est, à mon avis, la plus frappante, c'est le fait que les États-Unis ne sont concernés que par 3% des importations de gaz sur leur territoire, et nous, en Europe, c'est aux alentours de 30 ou 35%. Donc il y a des situations très différentes, et malgré des situations très différentes, il y a une volonté d'agir ensemble. Et donc, parmi les mesures, parmi les panoplies, les mesures financières, les mesures économiques, eh bien, il y a ces décisions qui ont été prises. Mais là où il faut aussi rétablir la vérité, c'est la seule nuance que j'apporte, c'est que le financement de la guerre russe, c'est d'abord le gaz et le pétrole. C'est pas Mais tant donc justement, les est-ce qu'il faut couper les robinets ? On offre 700 millions de dollars par jour à l'État russe via nos importations. Oui. C'est toute la difficulté, et c'est pour ça qu'à la fois les États, ce qui est une bonne chose, l'Union européenne, prennent des engagements pour, essayer de réorganiser ensemble, cette fois-ci,
l'approvisionnement en gaz, parce qu'il y a d'autres pistes. Il y a 4 pays dans le monde qui sont des gros producteurs. Vous avez l'Algérie, vous avez les États-Unis, vous avez la Norvège, vous avez le Qatar. Ce sont les 4 principaux pays avec lesquels il faut que sans doute on rediscute. Mais qui refusent à l'heure actuelle d'augmenter leur production. Bien sûr, mais c'est ces 4 pays avec lesquels il faut discuter. Et c'est encore une fois un bon signal, c'est que l'Europe était très critiquée. Vous savez très bien que lorsque on parlait d'Europe, on avait tendance à vouloir s'excuser. Bon, là, aujourd'hui... Mais vous dites à l'heure actuelle, l'Union européenne n'a pas les moyens d'un embargo sur le pétrole et le gaz russe. Oui, mais l'Europe a décidé de s'engager, a décidé de se coordonner, a décidé d'imaginer d'autres pistes d'approvisionnement. C'est donc un bon signal. Ce qui était impossible hier le devient aujourd'hui. Donc c'est un bon signal. Il y a un autre souci qui se pose avec la guerre en Ukraine, c'est non seulement les produits énergétiques, mais aussi le blé. La Russie est le grenier à blé du monde. Il y a un risque de famine et d'émeute de la faim dans certains pays, y compris en Algérie. Est-ce que vous craignez ces famines et également les conséquences que ça pourrait avoir, c'est-à-dire la vague migratoire ? Bien sûr. Alors, là, vous évoquez large. Donc, sur la question alimentaire, on sait très bien qu'il y a une pression qui va apparaître sur les céréales et qui apparaît déjà. Vous avez certains pays, pour prendre des pays, pour essayer dans des pays, disons, francophones, il y a des tensions qui apparaissent d'ores et déjà en Tunisie, au Maroc, en Algérie. On sent qu'il y a les prémices et on peut aller plus loin, notamment vers l'Afrique subsaharienne. Donc oui, il y a ce risque. Est-ce que cela peut entraîner des vagues migratoires supplémentaires ? Bon, ça, c'est sans doute encore un peu trop tôt. Vous en doutez ? Non, est-ce qu'il ne faut pas l'anticiper ? Julien de Normandie dit qu'il y a un risque de famine dans 12 à 18 mois en Afrique du Nord. C'est proche. Oui, dans l'année, on peut penser que d'ici une dizaine de mois, en tout cas c'est ce que les experts, notamment de la FAO, expliquent, qu'il y aura une tension qui sera très forte, qui peut malheureusement dégénérer en famine, ce qui n'est pas encore sûr, mais qui peut malheureusement dégénérer en famine. Et on sait très bien que dans les migrations, la migration économique, et donc la migration alimentaire, la migration économique est le premier moteur. Un dernier mot là-dessus, parce qu'Emmanuel Macron a annoncé hier soir que la France allait porter une initiative internationale justement pour utiliser les stocks disponibles face au risque de crise alimentaire. Vous soutenez cette initiative ? Bien sûr, naturellement, cela peut qu'être soutenu, mais de manière... c'est bien qu'Emmanuel Macron prenne la main là-dessus ? Écoutez, en matière de politique étrangère, là-dessus, je suis un peu quand même surpris parce que l'histoire de ce quinquennat, et je ne le dis pas du tout d'ailleurs en me réjouissant, moi je préférais dire que la politique étrangère menée depuis 5 ans par notre pays rencontre un franc succès, qu'on a connu des avancées. Non, la réalité c'est pas ça. Si on fait le bilan très rapide du quinquennat en matière de politique étrangère, en tout cas moi ce qui me frappe, c'est plutôt généralement un recul ou une perte de crédibilité, si vous voulez. Et quand je ne veux pas être cruel, mais enfin, quand le président de la République parlait de la mort cérébrale de l'OTAN, précisément aujourd'hui, l'OTAN est au cœur des discussions et est perçue partout comme une protection. Monsieur Zelensky a quand même salué le leadership d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous saluez aussi ce leadership ? Il a salué, je ne sais pas si vous l'avez observé, il a salué au fur et à mesure qu'il s'exprimait devant les parlements de chacun des pays, il a salué le leadership de chacun des responsables. D'accord, donc c'était un geste de diplomatie. Il n'y a pas eu de leadership d'Emmanuel Macron sur cette guerre en Ukraine. Écoutez, non, mais si vous mesurez ça à l'aune de la communication sur les entretiens du président de la République, alors ça, oui, ça, il y a c'est que de la communication. C'est qu'on annonce qu'on va parler au président, ensuite on dit qu'on a parlé au président, ensuite on confirme qu'on s'est bien entretenu avec M. Poutine, et ainsi de suite. Bon, et à l'arrivée, il ne se passe pas grand-chose. Il y a visiblement deux démarches. Il y a une démarche, et encore une fois, je le regrette, même si ça peut permettre des avancées, alors là, ça sera tant mieux, mais enfin, il y a la manière dont le Premier ministre israélien, dont le président turc agissent, et puis il y a toute la communication qui est faite par le président Macron. Mais sur ce sujet, vous avez observé qu'on est en même temps, depuis 5 ans, on est expulsé
purement et simplement d'une partie de l'Afrique francophone, en tout cas, on a été expulsé du Mali, et alors que c'était une zone traditionnelle. Vous dites Emmanuel Macron affaiblit la France sur le plan international, c'est ça ? Je dis que le bilan de la politique étrangère de ces 5 dernières années n'est pas un résultat, n'entraîne pas des résultats positifs. Voilà. On va parler d'un dossier que vous connaissez bien, puisque vous avez été... S'il fallait le résumer d'un mot, je pense que la politique étrangère, pour le bilan du président de la République sortant, est un boulet. On va parler d'un dossier que vous connaissez bien. Vous avez été ministre de l'Intérieur, c'est le dossier Corse. Alors, vous nous direz si c'est aussi un autre boulet. En effet, Emmanuel Macron, hier soir, a parlé de fautes et de gestes inappropriés après la mise en berne des drapeaux de la collectivité de Corse, suite à la mort d'Ivan Colonna. Est-ce que vous le rejoignez sur cette appréciation ? D'abord, ce que j'observe, c'est que la marque de ce quinquennat, c'est le recul de l'autorité dès lors qu'il y a un obstacle. C'est très frappant. Si vous prenez du début du quinquennat, avec l'histoire de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, je vous rappelle qu'il y a eu plus de 100 décisions de justice qui avaient validé les décisions qui étaient prises concernant l'aéroport. Je ne reviens pas, je vois l'histoire. Le gouvernement a capitulé. Là, sur la question corse, il y a des violences. 70 policiers et gendarmes, en une journée, sont blessés, je le rappelle, en une journée. Et quelle est la réponse ? C'est alors que, d'ailleurs, à la grande surprise des responsables de la collectivité territoriale, qu'ils n'avaient pas encore demandé, on dit, très bien, autonomie. Et à mes yeux, on n'est pas obligé de partager cet avis, mais à mes yeux, on commence par autonomie et on aboutit à indépendance. C'est ça, la réalité, en tout cas historique, de ce qui s'est passé. Vous dites Gérald Darmanin, il a ouvert la porte vers l'indépendance. En tout cas, ce que je dis, c'est que face à la violence en Corse, l'État, là aussi, a capitulé. Il n'aurait jamais dû céder à la violence en envoyant Gérald Darmanin sur l'île. Je pense, je ne personnalise pas, et je pense que c'est une erreur, lorsqu'il y a de la violence, que d'adresser un signal de faiblesse. Là où il y a violence, doit répondre la fermeté, pas la compromission. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, est-ce que le président de la République a raison de condamner le fait que les drapeaux, corse, soient mis en berne ? Bien sûr. Qui peut être pour ? D'ailleurs, il faut avancer les choses avec des idées claires sur ce sujet. Première idée, premier rappel, c'est qu'il faut bien sûr que toute la lumière soit faite sur le dysfonctionnement pénitentiaire qui a abouti à ce qu'il y ait eu pendant 8 minutes une agression qui soit été rendue possible. Donc là, il y a une responsabilité de l'État pour vous. Il faut que l'État analyse les responsabilités précisément face à un détenu islamiste confirmé, réitéré, et qui était accessoirement rémunéré, d'ailleurs, par le système pénitentiaire. Donc là, il y a une faille et il faut que l'État s'explique. Deuxième élément, il faut respecter la peine de la famille de M. Colonna. Il faut respecter la peine, parce que c'est comme ça qu'on doit procéder dans un pays civilisé. Et la peine de la famille de M. Erignac. Et troisième élément, et c'est à mes yeux l'élément le plus important, le majeur, c'est un sentiment d'incompréhension devant cet acte inadmissible que de mettre des drapeaux en berne, c'est-à-dire d'une initiative institutionnelle, en hommage à celui qui précisément a assassiné le représentant institutionnel de l'État et de la République. Donc c'est incompréhensible et inadmissible. Indécent, comme dirait M. Valls. Oui, Emmanuel Valls a raison sur ce point. Je vous le dis, c'est incompréhensible et inadmissible. Juste un mot sur une autre actualité avant de parler de la présidentielle. La France a refranchi le nombre de 100 000 cas quotidiens en moyenne par jour de Covid. Est-ce que pour vous, le gouvernement était irresponsable de lever l'obligation du port du masque ? En tout cas, la communauté scientifique, moi je ne suis pas un scientifique, mais j'observe et je lis comme vous, la communauté scientifique unanime, mondiale, explique que sans doute cela a été trop rapide. D'ailleurs, ce qui me frappe, l'actualité passe tellement vite qu'on oublie les choses. Et ce qui me frappe, c'est que lorsqu'il y a eu le premier confinement,
en mars 2020. 2020, ouais. Savez-vous combien y avait-il de cas qui étaient recensés lorsque la décision a été prise? C'était beaucoup moins, mais en effet... C'était moins de 7000. Et là, nous en sommes à 83, 84 000. Alors, bien sûr, je dis, ce ne sont pas les mêmes, depuis la science a progressé. Et les dynamiques n'étaient pas les mêmes. Dynamiques comme ça. Mais je dis simplement, sur le Covid, confinement général, obligatoire, impératif, imposé, moins de 7 000 cas. Aujourd'hui, 84 000. C'est l'effet présidentiel. Le ministre de la Santé dit que ce n'est absolument pas un souci. Ils ont libéré les cordons pour la présidentielle. Écoutez, c'était en tout cas, ce que j'observe, c'est qu'on n'a jamais été en avance, on a été rarement à l'heure et on a été le plus souvent en retard. Et le seul domaine dans lequel on a été en avance, c'est justement sur la levée du masque et on s'aperçoit que c'est extraordinairement dangereux. Allez, on va parler de la campagne de Valérie Pécresse. Oui, alors vous me permettrez, M. Hortefeux, je vais commencer par un petit quiz. Si je vous dis âge légal de départ à la retraite à 65 ans, allègement des droits de succession, versement du RSA corrélé à l'exercice d'une activité, mais aussi favoriser l'emploi cumul-retraite, c'est le programme de qui ? Oui, je vois bien, vous voulez me conduire, mais je ne suis pas obligé de vous suivre sur ce sujet, mais je vois bien. C'est très simple. Moi, ce qui me frappe... On va donner la réponse Ce qui me frappe, c'est pas cela. C'est bien sûr Emmanuel Macron que vous mettez en rapport avec les propositions de Valérie Pécresse. Ce sont les propositions similaires aux deux programmes. Bien sûr. Bon, d'abord, il n'y a pas que ça. Il y a des différences en matière migratoire, il y a des différences en matière sociale, il y a des différences en matière de mesures de pouvoir d'achat, et je pourrais égrener la liste. Est-ce qu'il a pillé votre programme, Emmanuel Macron ? Attendez, c'est la différence. D'abord, premier élément, moi je me méfie toujours de ce que Emmanuel Macron avance, alors que Macron-Emmanuel n'a pas fait. Parce que c'est ça la réalité. Vous avez un certain nombre d'initiatives et de propositions très tardives, c'est un élément important, qui apparaissent, qui sont exactement l'inverse de ce qui a été accompli jusque-là. Pourquoi ça n'a pas été fait ? En clair, vous dites le candidat promet le contraire de ce que le président a fait. Et Valérie Pécresse est la dame du vert. Le président n'a pas fait. Et deuxième élément, c'est vrai que sur un certain nombre de points, pas sur tous, il y a encore une fois des différences qui sont importantes, mais pas sur un certain nombre de points, on a le sentiment que Valérie Pécresse a imaginé, à creuser, à avancer des propositions très tôt. C'est facilement vérifiable. D'ailleurs, ça serait intéressant. Vous devriez poursuivre votre œuvre, en quelque sorte, c'est-à-dire sur les comparaisons, prenant les calendriers. Vous verriez que c'est systématiquement, et je vous mets au défi de me prouver l'inverse. Sur la retraite à 65 ans, en l'occurrence, il en avait parlé il y a quelques mois déjà. Attendez, c'est un très bon sujet. Précisément, Emmanuel Macron, vous avez raison, en a parlé, mais qu'a-t-il fait ? C'est le premier exécutif qui, depuis 25 ans, vous entendez bien, depuis une génération, n'a rien fait pour avancer des solutions sur la question des retraites. Tous les gouvernements précédents, ceux sous Édouard Balladur, sous Jacques Chirac, sous Nicolas Sarkozy, j'allais dire sous François Hollande avec la réforme Touraine, tous ils ont eu le courage de prendre des initiatives pour résoudre la question des retraites. Un seul exécutif n'a rien fait, en réalité par peur, et j'emploie volontairement un mot très mesuré, pour aller beaucoup plus loin. Un seul exécutif n'a rien fait, c'est le président de la République actuel sur ce mandat. C'est la première fois qu'il ne se passe rien pour aider à sauver notre système de retraite depuis une génération. Et vous pensez qu'il le fera, là, ou pas, dans le prochain quinquennat, s'il est élu ? Ah mais en termes de mots, ça, j'ai confiance dans l'avalanche, ça c'est sûr, ça je l'observe. Bon, dans la pratique, j'observe qu'en 5 ans, pas une seule initiative n'a été accomplie. Cela dit, Monsieur Hortefeux, en effet, Valérie Pécresse reste engluée à l'heure actuelle à 10%, avec cette difficulté d'identifier son programme qui est malgré tout en effet très proche de celui d'Emmanuel Macron, en tout cas sur les questions économiques. Voilà, je préfère préciser. Est-ce qu'il reste à Valérie Pécresse, à votre candidate, des armes pour l'emporter au premier tour et passer au second tour ? Bon, d'abord, je pense bien sûr que c'est une situation qui est une situation difficile. Ça va de soi. Pourquoi est-elle difficile ? Parce que c'est une élection présidentielle sans débat présidentiel. Donc naturellement,
est-ce que la responsabilité est totale est totalement celle d'Emmanuel Macron? Non, bien sûr que la situation internationale, vous voyez bien que ça bouscule nos entretiens. Il n'y aurait pas la guerre en Ukraine, vous auriez sans doute posé des questions sur la politique sécuritaire, la politique migratoire, d'autres initiatives. Mais bon, là, donc ça écrase un peu tout. Mais s'il faut le constater, c'est une élection présidentielle sans vrai débat présidentiel. Il n'y a pas de bilan qui soit réellement effectué. Il n'y a pas l'analyse des propositions est très superficielle. Aujourd'hui, si l'on analyse la situation de la France lucidement, après ces quinquennats, eh bien on se rend compte qu'il n'y aurait pas l'euro, la France serait aux portes du FMI, par la dette, par le déficit, par la dépense publique. Est-ce que c'est un sujet extraordinairement grave? Est-ce que c'est évoqué une seule fois? Quasiment jamais. Bon, donc il n'y a pas de débat présidentiel. Concernant Valérie Pécresse, bien sûr que la situation est complexe, mais moi, ce que j'observe, et j'espère que ça sera reconnu par l'opinion, c'est ce qu'elle démontre aujourd'hui dans ce climat difficile, pour les raisons que je viens de rappeler, c'est à la fois sa solidité, sa combativité et sa crédibilité. Mais est-ce que c'est suffisant pour la porter au second tour? Écoutez, en tout cas, ce sont des traits qui apparaissent. Elle est très solide dans cette épreuve. Elle ne baisse pas la tête. Elle est extrêmement combative parce que, inlassablement, elle avance des idées, elle avance des propositions, elle préconise des avancées. Si tenace, si combative, si guerrière, si compétente, pourquoi Nicolas Sarkozy ne la soutient pas? Écoutez, Nicolas Sarkozy est un ancien chef de l'État et il s'exprime comme il le veut au moment où il le voudra. Ce que je vous dis, moi qui suis sarkozyste, puisque finalement c'est sans doute pour ça que vous tournez vers moi qui suis sarkozyste, je suis, et je pense avoir une certaine légitimité dans le sarkozysme, je suis totalement engagé aux côtés de Valérie Pécresse. Est-ce que vous cautionnez son silence et son absence de soutien? Mais c'est de sa responsabilité. C'est un ancien chef de l'État, c'est le dernier à avoir fait gagner. François Hollande aussi est un ancien chef de l'État, il était en meeting aux côtés d'Anne Hidalgo avant-hier. Oui, vous avez vu comment tout ça a été commenté. Mais il y était, pourquoi Nicolas Sarkozy ne soutient pas Valérie Pécresse? Je vous dis, Nicolas Sarkozy s'exprimera comme il le voudra, quand il le voudra, et quand il estimera que cela est nécessaire. Vous êtes sûr de son soutien à Valérie Pécresse? Écoutez, moi je suis sûr de mon engagement aux côtés de Valérie Pécresse. Voilà. Dernière question peut-être, je ne sais pas... Deux questions, Julien. Toi, on vient de le dire. Dans l'Obs dimanche, Rachida Dati a annoncé envisager de se présenter à la présidence des Républicains, comme si elle actait déjà l'échec de Valérie Pécresse et imaginait déjà la suite. Est-ce qu'il faut déjà penser à la reconstruction, selon vous? Il faut penser, bien sûr, à l'avenir. Ça va de soi. Si un responsable ne pense pas à l'avenir, il n'est pas dans son rôle. Mais Rachida Dati a raison. Donc l'avenir, c'est l'élection présidentielle. Moi, je suis totalement mobilisé sur l'élection présidentielle. Et naturellement, les candidats aux élections législatives, que ce soit des députés sortants ou des candidats aspirants, se consacrent à cela. Après, ça sera une autre étape. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi la possibilité d'accord, ou en tout cas on travaillait déjà à des possibilités d'accord avec le RN dans certaines circonscriptions. Écoutez, moi je n'ai aucune information et aucune connaissance de cet État. C'est une ligne rouge pour vous? Ça fait partie, vous savez... C'est une ligne rouge ou c'est possible? Attendez, ça fait partie des marronniers, ça. Vous savez, à chaque élection législative, on nous parle de ça, puis à l'arrivée, il n'y a rien du tout. Non, ça fait surtout partie des questionnements quasi identitaires à chaque fois de la droite écoutez, que vous représentez. Moi, je suis pour une droite qui soit une droite forte, c'est-à-dire qui entendre faire respecter l'autorité de l'État, une droite populaire, c'est-à-dire qui soit à l'offensive sur les sujets régaliens, la sécurité, la justice, l'immigration, et une droite qui soit une droite sociale, qui se préoccupe du pouvoir d'achat, qui se préoccupe de la politique familiale, qui se préoccupe de la protection des retraités. Voilà ce qui est le sens de mon engagement. Du coup, vous n'avez pas répondu clairement, Brice Hortefeux. Est-ce que pour vous, en aucun cas, il ne doit y avoir d'accord entre les LR et le Rassemblement national dans cette Mais écoute, ce débat a été tranché. Donc c'est non. Un dernier mot, puisque Valérie Pécresse a choisi votre région pour son dernier meeting, elle sera aux côtés de Laurent Wauquiez à Lyon. Christian Jacob devrait quitter la présidence des LR après les législatives. Est-ce que Laurent Wauquiez doit y revenir pour vous? Et Laurent Wauquiez a à la fois la compétence, l'expérience, les responsabilités qui font de lui
un acteur incontournable de l'avenir de la droite française. Et donc c'est un beau symbole d'ailleurs que Valérie Pécresse s'affiche aux côtés de Laurent Wauquiez pour sa dernière grande réunion publique à Lyon. Merci Brice Hortefeux, merci d'avoir été notre invité.